Et si la clé de la richesse ne se trouvait pas dans le travail acharné, mais dans notre esprit? C'est une idée assez provocante, non? C'est pourtant ce qu'on va explorer aujourd'hui en décortiquant la psychologie de l'argent. C'est vraiment le grand paradoxe, celui qui touche tellement de gens. On voit des personnes qui travaillent d'arrache-pied sans relâche et qui pourtant restent pauvres. Et à côté, d'autres qui semblent attirer la richesse presque sans effort. Comment c'est possible? C'est la question qui nous taraude tous et on va essayer d'y voir plus clair. Eh bien, selon l'approche qu'on examine, la réponse ne se trouve pas là où on le pense. Oublions un instant l'effort brut. L'idée ici, c'est que la richesse est moins une récompense pour le labeur qu'une conséquence d'un certain état d'esprit. Il s'agirait de comprendre et de diriger ce qu'on appelle l'énergie de l'argent. C'est un concept un peu abstrait, mais on va le décortiquer. Allez, pour que ce soit bien concret, plongeons dans une histoire. Une histoire de tous les jours qui illustre parfaitement ce fameux paradoxe. Imaginez un peu le tableau. Deux camarades de classe, même banc d'école, même diplôme en poche, même point de départ dans la vie. On avance de 20 ans. Le premier, il est au restaurant, il commande ce qu'il veut sans même jeter un œil au prix, il fait voyager sa famille. Le second, lui, il calcule le moindre centime pour finir le mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu créer un tel fossé entre les deux? Bon, alors, c'est quoi cette fameuse différence? Eh bien, la réponse se trouverait à l'intérieur de nous. Tout se jouerait dans notre état d'esprit, notre sorte de plan directeur interne pour la richesse. Ici, on fait une distinction qui est absolument cruciale, celle entre travailler et gagner. Ça peut paraître similaire, mais c'est le jour et la nuit. Travailler, c'est l'approche classique. On échange son temps, son labeur, contre un salaire, juste pour couvrir les besoins de base. Mais gagner, c'est une toute autre mentalité. C'est agir avec un objectif principal, son propre bénéfice financier, la réalisation de ses propres buts. Et ça nous amène à des toutes phrases, des phrases qu'on a tous entendues ou peut-être même prononcées. Des trucs comme « Ah non, c'est trop cher pour nous, j'ai pas d'argent pour ça » ou « L'argent, ça file entre les doigts ». Eh bien, ces expressions, qu'on croit anodines, sont en fait des phrases de pauvreté. Sans même s'en apercevoir, elles érigent des barrières mentales qui repoussent l'aisance financière. Et le pire dans tout ça, c'est que ces croyances sont incroyablement contagieuses. Comme le dit cette citation, quand on répète ces choses à un enfant, on ne fait pas que parler, on installe littéralement un programme de pauvreté dans sa conscience. Et c'est comme ça que le cycle se transmet, de génération en génération. Bon, attention, la prochaine idée va peut-être secouer quelques certitudes. C'est la philosophie du « faire moins pour avoir plus ». Ça semble complètement paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, voyons voir comment ça fonctionne. En fait, tout ça repose sur un principe que certains connaissent peut-être, la loi de Pareto, la fameuse règle des 80-20. L'idée est simple. Dans la plupart des domaines, 80% des résultats qu'on obtienne viennent de seulement 20% de nos efforts. C'est énorme. Le vrai défi, c'est donc de mettre le doigt sur ces 20% d'actions qui comptent vraiment. Attention, il faut bien comprendre que le but n'est absolument pas de devenir paresseux. Au contraire, il s'agit d'être d'une efficacité chirurgicale, c'est-à-dire d'appliquer son énergie avec une précision extrême, uniquement sur les tâches qui ont un impact maximal, et de laisser tomber tout le reste. Alors, comment on fait ça en pratique? C'est une méthode en 4 points. D'abord, un petit audit personnel. Où part tout ce temps, toute cette énergie? Ensuite, on identifie les actions qui rapportent le plus. Le troisième point est peut-être le plus difficile. Apprendre à dire non. Non aux tâches qui nous sont déléguées et qui nous vident de notre énergie sans rien apporter. Et enfin, on jette ces listes de tâches interminables. On se concentre uniquement sur ce qui est important et nécessaire, là, aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus, disons, ésotérique. C'est ce que la source appelle la magie de l'argent. L'idée ici, c'est qu'on peut littéralement influencer sa réalité financière juste par la puissance de sa pensée. Alors non, pas de panique, on ne va pas sortir de chapeau et de baguette magique, il s'agit plutôt d'un système de pensée très structuré. Le but, c'est d'aligner son état interne, ses pensées, ses croyances, ses émotions, pour attirer l'abondance financière, la traiter comme une énergie qu'on invite, et pas seulement comme quelque chose qu'on doit gagner à la sueur de son front. Et cette magie a des règles bien précises, 7 au total. Par exemple, la première, il faut être ultra spécifique, ne pas dire « je veux plus d'argent », mais définir la somme exacte. Une autre règle, la troisième, avoir une foi inébranlable. Le doute est vu comme le poison numéro 1. Et très important aussi, la règle 2, la magie ne remplace pas l'action, elle l'accompagne. Ce sont des balises très concrètes pour transformer une simple pensée en réalité.
Bon, l'état d'esprit, c'est le moteur, c'est essentiel. Mais un moteur sans roue, ça n'avance pas. Il faut donc le coupler à des actions bien concrètes. On va donc voir maintenant les lois pratiques pour que l'argent travaille pour nous et non l'inverse. On a là 6 lois fondamentales pour une relation saine avec l'argent. Par exemple, la loi du mouvement. L'argent doit circuler, il faut l'investir, pas juste le garder sous le matelas. Ou la loi des objectifs. Comprendre que l'argent n'est pas le but final, mais un outil pour accomplir des choses. En gros, ces lois nous apprennent à penser riche, à dépenser avec joie et non avec culpabilité, et à faire de l'argent un allié. Et au cœur de la pratique, il y a ce chiffre. 10%. L'habitude clé, c'est de mettre de côté au minimum 10% de tout ce qui rentre. Que ce soit un gros salaire ou une petite somme, peu importe. C'est l'acte de le faire systématiquement qui construit la discipline et qui pose les fondations de la sécurité financière. Pour aller plus loin et bâtir une véritable forteresse financière, l'approche doit être proactive. Le premier commandement, se payer en premier. Avant de payer les factures, les crédits, n'importe quoi, une partie est mise de côté pour soi. Deuxièmement, la diversification des revenus est vitale, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier salarial. Et enfin, cette épargne doit travailler. On ne la laisse pas dormir. On la place judicieusement, que ce soit dans la pierre, des métaux précieux ou d'autres supports. On arrive maintenant à la fin de notre parcours avec ce qui est présenté comme la loi suprême, la clé de voûte de tout le système, la véritable source d'une prospérité durable. Et elle tient en 2 mots, gratitude et générosité. Et c'est peut-être le plus grand paradoxe de tous, parce que l'habitude ultime pour attirer la richesse, ce n'est ni de gagner plus, ni d'épargner plus, c'est de donner. L'idée est que la vraie abondance, celle qui dure, est attirée par ceux qui savent partager. Mais pourquoi? Comment ça fonctionne? Eh bien, ça nous ramène à cette idée d'énergie. La générosité, c'est ce qui crée le flux. S'accrocher à son argent, c'est vibrer la peur de le perdre. Au contraire, en donnant, on envoie un signal fort d'abondance. On brise le cycle de la peur et de la pénurie et on ouvre les vannes pour recevoir en retour. Finalement, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que le chemin vers la richesse commence bien avant le compte en banque. Il commence dans l'esprit. Tout part de nos croyances. Ce qui nous laisse avec une question essentielle pour la suite. Quelle est la première croyance limitante sur l'argent qu'il serait temps de laisser derrière soi dès aujourd'hui ?